Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto numéro 45. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on va parler comme d'habitude des projets comme le VeChain, VV Digital Collectibles et également donc Polygon. Je ne parlerai pas de Ripple ni de Ultra parce qu'il n'y a pas d'informations vraiment sympas à dire ou même des informations notables. Donc ce n'est pas la peine de parler d'un projet s'il n'y a pas d'informations. Et sinon, comme d'habitude, en fin de vidéo, je parle des actualités crypto plus générales, mais également des actualités économiques, géopolitiques. Là, forcément, il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan-là en ce moment. Vous devez l'avoir vu. Bon. Et sur ce, écoutez les amis, je vous propose d'embrayer directement, mais d'abord, c'est parti les amis avec la fondation VeChain notamment. Parce que là, j'ai un tweet de la fondation VeChain qui fait référence, souvenez-vous, parce que là, vous avez eu ce week-end le fameux événement, donc hackathon, qui a eu lieu donc, à l'université d'Harvard, justement avec plusieurs entreprises éminentes qui ont été sponsorisées là-dedans. C'est la fondation VeChain, EasyA, mais également Boston Consulting Group, le partenaire officiel de VeChain. Et donc dans ce cadre-là, je rappelle qu'il y avait eu le challenge des 60 jours, et vous aviez donc toutes les équipes qui ont participé à ce challenge, qui étaient en tout cas les meilleurs, qui ont été sélectionnés pour participer au hackathon de l'université d'Harvard pour présenter leurs dApps, leurs applications qu'ils ont créées dans ce cadre de ce challenge. Et donc là, vous aviez dans ce tweet de la fondation VeChain, eh bien, trois équipes qui sont vraiment ressorties gagnantes. Donc ça s'appelle Movelo, Fitag, Propel Pixel, qui ont gagné entre guillemets le plus de points dans ce challenge, au point de se partager également des récompenses en dollars, notamment jusqu'à 46 000 dollars, avec d'autres équipes également. Il y avait une dizaine d'équipes en tout cas qui sont partagées les gains en tout, je crois. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, eh bien Peter Zhu a annoncé également le lancement imminent donc d'un nouveau service entre guillemets de GitHub. Donc GitHub c'est un outil qui est réservé aux développeurs, créer le codage justement pour coder, justement jusqu'à 10 équipes et toutes financées par les récompenses de la fondation VeChain notamment. Donc c'est plutôt intéressant parce que là, tout simplement, ce qu'on voit, c'est que à travers ce challenge des 10 000, plus de 10 000 même, équipes de développeurs qui ont participé à cette compétition, eh bien, vous avez désormais les meilleures équipes qui sont sélectionnées, qui, d'ailleurs, je vais vous montrer quel genre de projet est sorti et tout. Vous allez voir, c'est hyper intéressant pour voir l'aspect concret des choses, pour étoffer tout simplement l'écosystème du VeChain, qui derrière promet de toujours plus grossir en termes d'utilisation du coup, etc. Donc je vais continuer les amis. Notamment là je vous montre donc, un projet, donc là c'est un tweet de Eisenreich notamment, vous voyez ici, qui présente notamment le projet de Movelo, comme vous pouvez voir ici. Et donc Movelo, c'est justement un des grands gagnants de ce challenge. Et c'est une application qui vise à être anti-Uber, c'est-à-dire à promouvoir plutôt l'aspect de décarbonisation et donc incite les gens à plutôt marcher pour se rendre à leur lieu de travail, etc., plutôt qu'à prendre un Uber, un taxi et donc du coup à consommer, à dépenser des émissions carbone, entre guillemets. Et donc dans ce cadre-là, donc on voit l'équipe qui a derrière le Movelo, qui a révélé donc son business plan lors du hackathon. On voit qu'il y avait des juges effectivement qui posaient des questions. C'est un peu, ça ressemble un peu à une soutenance, vous savez, de TED ou quelque chose comme ça, mais là c'est une compétition. Et derrière, donc l'équipe a présenté ses tokenomics, il y aura également donc un aspect de token derrière et également donc des images de son application, vous voyez, avec le système qui permet de récompenser les utilisateurs de l'application à condition qu'ils fassent certaines choses, certaines activités. Donc là, ils peuvent gagner jusqu'à 500 VeChain par jour, par exemple. Enfin, peut-être pas par jour, mais par activité effectuée. Il y a un classement. Enfin, voilà. Donc là, je trouvais le système vraiment intéressant, assez fou, et totalement en adéquation avec peut-être les événements du moment, avec la transition énergétique et tout. Bon, donc ça, c'est un projet. Ensuite, là, par exemple, deuxième exemple de projet, vous avez donc l'équipe Flyblock, comme vous voyez ici, on je vais vous présenter le sujet, qui a gagné un prix donc, de 2000 dollars, vous voyez,
Ça a été promu hein, par EasyA directement. Et cette fois, cette équipe, donc une des meilleures de ce challenge, a clairement déjà développé une startup où vous avez énormément enfin, de reconnaissance avec un CV long comme le bras pour les membres. Hein. Là, vous avez par exemple Jennifer Ma, qui est une ancienne manager au niveau des marques de L'Oréal et de Nestlé, qui est diplômée d'Harvard. Pareil, là, vous avez Yefei Jin, donc le cofondateur du projet, qui était un doctorant de Harvard, et donc ex-PM. Et ensuite, vous avez même un athlète de la MLB, investisseur au milieu de la finance et tout. Vous avez le CTO de Napster, plutôt intéressant, etc. Donc là, on voit vraiment qu'il y a dans ce projet-là, il y a des grosses casquettes, hein, si je puis dire. Et l'objectif donc, de ce projet, c'est tout simplement de faire le lien avec la gamification quelque part des projets et également les récompenser dans ce système-là les consommateurs avec une construction de connexion avec leur marque dans le cadre de ce point. Donc, par exemple, on peut imaginer, hein, là on peut vraiment imaginer que s'il y a un projet sur le VChain qui est attractif en termes de jeu que vous voulez, et que vous avez derrière un partenariat avec Flyblock, eh bien, peut-être que les récompenses dans un jeu pourront permettre aux clients de dépenser leurs récompenses dans des marques en partenariat avec les projets concernés. Bon. Donc ça rappelle vraiment, comme en Chine, si vous voulez, le partenariat entre les entreprises de carbonisation, enfin de carbone plutôt, et également tout ce qui est l'aspect de l'industrie automobile qui accepte justement, qui a mis en place dans leur voiture le système de bonne conduite égale gain de points en carbone que l'on peut dépenser derrière dans les enseignes qui acceptent ce genre de token. Voilà. Ça rappelle vraiment le même principe au final. Hein. Ensuite, je continue les amis. Donc, troisième projet, le dernier hein, pour la roue, juste pour vous prendre un exemple. C'est là, c'est carrément un tweet de EasyA qui présente une équipe qui bosse sur sur la construction d'un métaverse dans l'éducation. Donc là, ça rappelle beaucoup le projet Winkiverse. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez ce projet-là, mais c'est le même schéma. Vous avez des avatars là, que les gens pourraient utiliser, notamment peut-être les étudiants ou peut-être des enfants, hein, si ça se destine à un public très jeune. Et derrière, vous voyez, vous avez tout un système, une infrastructure virtuelle pour justement peut-être faire apprendre des choses aux personnes qui utiliseraient ce métaverse-là. Donc là, on entre dans un niveau quand même avec des projets. Effectivement, c'est pas des petits projets, c'est quelque chose là de plutôt recherché, conséquent. Bon, voilà les amis, donc je continue enfin pour une dernière information pour le VChain avec ce tweet officiel qui justement fait la promotion quelque part du partenariat entre la fondation VChain et Boston Consulting Group. Donc effectivement, sur la moitié des récompenses qui étaient allouées aux vainqueurs de ces challenges, vous avez vu à l'université d'Harvard, eh bien vous avez la moitié de ces récompenses qui étaient prises en charge par Boston Consulting Group, qui je le rappelle est quand même une entreprise qui fait 10 milliards de dollars hein, au niveau annuel et qui a 30 000 employés dans le monde avec une énorme influence d'ailleurs qu'ils utilisent sur les entreprises au niveau de la transition énergétique. Et c'est pour ça d'ailleurs, je rappelle hein, que le VChain a fait son white paper énormément en partenariat très rapproché avec Boston Consulting Group et vous aviez une énorme connotation sur la transition énergétique là en 2023. C'est pas pour rien. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, vous aviez le docteur Bernard Kronfeller qui était invité justement à parler dans un stage principal, comme on appelle ça, pour promouvoir donc, à l'université d'Harvard ce challenge, mais également la coopération entre VChain, EasyA et Boston Consulting Group. Donc là, on voit que VChain est tout simplement backup, hein, si je puis dire, par une des plus grosses entreprises du monde dans le consulting et dans ce genre de choses. Bon les amis, donc sur ce, écoutez, c'est fini pour le VChain pour aujourd'hui. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et puis sinon, moi je vous rappelle également que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement et que je vous invite à faire bien évidemment toutes les recherches par vous-même avant de faire quoi que ce soit en décision par rapport à ces projets-là. Bien évidemment. Une fois que ça c'est dit, écoutez les amis, je passe à la suite et notamment à BV Digital Collectibles. Donc là, vous voyez qu'on a un drop, je vais faire la liste des drops hein, comme d'habitude, qui est prévu donc demain, 13
vendredi 13 demain. Donc là, vous avez donc le drop de Tokidoki Tokemondo Keiju, qui en fait est sorti dans le cadre d'un événement exclusif qui a lieu en ce moment. Alors, je crois que c'est le NYCC 2023, ce cri-là, où lequel va participer VV Digital Collectible. Et dans ce cadre-là, eh bien, avec le partenariat entre VV et Tokemondo, ils ont sorti les petits personnages célèbres, hein, évidemment, dans ce genre de cadre. Bon, je continue les amis, cette fois, donc là, dans un pareil, un YCC drop, comme vous pouvez voir, c'est écrit ici numéro 2. Et bien là, c'est le méchant de Daredevil, qui n'a pas l'air commode effectivement, qui sort également demain, un vendredi 13, à 11 h en local, on imagine. Voilà les amis. Et enfin, au niveau des drops, très important, enfin très sympa à voir quand même, c'est que dans le cadre également de cet événement NYCC 2023, eh bien, il y a une bande dessinée, un comics, The Addiction, comme c'est écrit ici, qui va être vendue autant sur le plan physique, donc c'est une vraie bande dessinée, que sur le plan virtuel. Donc là, c'est pour ça qu'il parle de physical comique, mais en fait, quelque part, il y a un peu du digital. Donc là, on voit que la limite, enfin la frontière entre le physique et le virtuel est de plus en plus floue pour VV Digital Collectibles. Hein. Clairement, hein, ils commencent à faire même des deux, et bientôt, peut-être qu'ils ne feront que... Enfin, ils arriveront à mettre en place une usine où ils feront clairement du physique et du virtuel, parce qu'ils auront la capacité de faire les deux. Pourquoi pas? Bon, on continue les amis. Alors cette fois, carrément, on vous présente un partenariat, un partenariat qui a été mis en place entre VV Digital Collectibles et Louboutin. Clairement, là, vous pouvez retrouver même voilà, les bots en virtuel, alors pas encore en physique, hein, j'imagine, mais en tout cas déjà en virtuel. Donc pour les personnages féminins, là, pour les personnes féminines qui regardent la vidéo, qui sont intéressées par ce genre de bots, hein, plutôt excentriques, hein, pourquoi pas. Eh bien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Bon, moi, en tout cas, personnellement, c'est pas mon truc, je dois avouer. Bon, sur ce, les amis, donc ce sera tout pour VV Digital Collectibles aujourd'hui. Je vous invite à voir la vidéo si vous êtes intéressé, parce que je vous présente tout simplement l'entreprise Ecomi, l'application, comment ça fonctionne, etc. L'avenir de l'entreprise, etc. Bon. Sur ce, écoutez les amis, on passe au prochain projet, c'est-à-dire Polygon. Notamment le fait que, ça y est, donc là on a un tweet de Polygon Labs, c'est pour ça que je me permets de vous présenter l'information, qui a reposté, si vous voulez, le tweet de Polygon Dev, c'est-à-dire une organisation, si vous voulez, une communauté de développeurs qui travaillent sur le Polygon, sur le développement de Polygon. Parce que je rappelle que Polygon étant décentralisé par nature, eh bien, il est dans la main à la fois de Polygon Labs, l'entreprise derrière la création à l'origine du projet, mais également de sa communauté et des développeurs indépendants aussi également. Et là, ce serait pour le coup Polygon Devs. Donc, dans ce cadre-là, Polygon Devs rappelle, dans le cadre de la migration de Polygon 1.0 vers 2.0 qui a lieu actuellement, eh bien, il y a les contrats, si vous voulez, sur le token POL, parce que je rappelle qu'un des enjeux de la migration de Polygon 2.0, c'est la migration d'un token Matic actuel vers le token POL. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, les développeurs de la communauté de Polygon annoncent que les contrats de POL sont désormais en live sur le testnet de Goerli. C'est-à-dire que ça y est, on entre dans la préphase, si vous voulez, de test pour les contrats POL. Plutôt intéressant. Et donc, surtout, là où ça devient intéressant concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, sur les retours de la communauté au niveau du Polygon, les développeurs ont tout simplement mis en place les PIP, donc 24 et 25, c'est-à-dire des améliorations, changements. Et donc, le PIP 24 concernait des changements sur l'EIP 1559, c'est-à-dire une politique de fonctionnement qui se base sur le burn de Matic. Donc, il faut savoir qu'avec le PIP 24, il faut savoir qu'il y a déjà actuellement 20 millions de tokens Matic qui ont été brûlés sur un total supply d'à peu près 9 milliards en circulation. Hein. Il y en a 10 milliards au total, mais il y a 9 milliards de tokens, enfin 9,3 pour être précis, en circulation. Donc là, on avait 20 millions qui ont été brûlés déjà, donc c'est ce qu'il nous indique avec le PIP 24, et donc le PIP 24 vise à
changer justement la politique de burn de Matic. Ensuite, la politique PIP 25, qui elle visait à ajuster la total supply, le volume total de POL. Et là, par contre, le total supply n'a pas encore été révélé. Donc peut-être ce sera la surprise, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, enfin, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est un peu le flou là-dessus, mais on verra en temps voulu, bien évidemment. Et donc, il rappelait dans ce tweet, les développeurs de la communauté, que tout ce système-là, au niveau du token, c'était la phase 0 de Polygon 2.0, mais qui est indispensable parce que tout va reposer, en fait, l'écosystème de Polygon 2.0 va reposer entièrement sur le token POL. Donc, il faut d'abord faire la migration correctement de Matic vers POL si on veut continuer derrière à construire l'écosystème de Polygon 2.0, tout simplement. Et donc, il révèle également que dans les prochaines semaines, intéressant, eh bien, la première étape, les premières étapes au niveau des propositions de gouvernance pour le Polygon 2.0 seront également révélées, tout simplement. Et donc, tout le cœur de métier, on va dire, du Polygon 2.0 sera constitué d'un nouvel écosystème de conseils composé de leaders, technologie, des experts de la technologie et des piliers de la communauté du Web 3.0. Voilà, donc il nous invite à rester vigilants là-dessus pour capter les prochaines mises à jour, les updates, pour continuer à mettre à jour et à faire évoluer le Polygon vers Polygon 2.0. Voilà les amis, donc je vous tiendrai au courant bien évidemment pour les prochaines informations là-dessus. Ensuite, autre information sur Polygon, alors cette fois c'est plus général, ça ne concerne pas forcément un Polygon en tant que tel, mais je trouve ça très intéressant, donc je vous le montre. C'est un tweet de Polygon Labs, cette fois directement, donc l'entreprise, qui parle de la tokenisation. Et donc là, dans le tweet, ils disent la tokenisation fait le buzz en ce moment une fois encore, et pour une bonne raison. En fait, ils disent que le marché de la tokenisation, au niveau financier et au niveau du milieu des assets du monde réel, en fait, est projeté pour une augmentation à 4 trillions de dollars d'ici 2030. Donc, je vous rappelle que 1 million, c'est 6 zéros, 1 milliard, 9 zéros, et 1 trillion, c'est 12 zéros. Vous imaginez, donc 12 zéros, déjà, on n'arrive même pas, avec un cerveau humain ne peut pas l'appréhender, pour dire tellement c'est énorme. Donc là, pour vous dire qu'il y a un potentiel dans la tokenisation, etc., qui révèle à ce niveau-là une adoption de masse. Si on arrive à un tel niveau de capitalisation boursière, quoi, entre guillemets, eh bien, ce serait que là, on arrive à un cadre d'adoption de masse des crypto-monnaies, de la tokenisation, etc. Et si je vous montre ça, vous allez voir, il y a également des informations très intéressantes là-dessus, sur les actualités crypto du moment. Et c'est pour ça que je me permets de faire le lien avec la déclaration de Polygon. Voilà les amis, donc sur ce, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui pour Polygon. Il n'y a pas d'autres vraiment nouvelles sensationnelles, si je puis dire. Donc je vous invite à voir la vidéo sur Polygon si vous voulez en savoir plus sur ce projet, la nature décentralisée du projet, l'équipe, l'avenir du projet, etc. N'hésitez pas. Et sinon, écoutez, je vous propose de passer aux actualités crypto plus générales. Et donc on va commencer les amis par première information de journalducoin.com, le Lightning Network de Bitcoin survolté. Petit point d'interrogation, son utilisation est en hausse de 1200%. Ça, c'était au 11 octobre 2023, donc très récent. Et effectivement, donc là, quand je vous dis qu'on est au début de l'adoption de masse des crypto-monnaies, c'est qu'on voit que les indicateurs, quand même, sont très révélateurs dans les volumes d'utilisation et également dans le rapport qu'ont les institutionnels vis-à-vis de l'industrie crypto et du marché crypto. Et de la blockchain, bien évidemment. Et donc là, je vous rappelle que le Lightning Network de Bitcoin, c'est la blockchain Layer 2, la blockchain fille de la blockchain principale du Bitcoin. C'est-à-dire que je rappelle que le problème majeur du Bitcoin actuellement, c'est que sa blockchain principale n'est pas du tout scalable. Elle est décentralisée, elle est sécurisée, mais elle n'est pas du tout scalable. Et c'est pour ça que quand vous avez trop de personnes qui utilisent le réseau du Bitcoin, eh bien vous avez une congestion, un bouchon, et les frais de transaction explosent. Et donc pour régler ce problème-là, les développeurs ont créé le Lightning Network, une blockchain fille qui est venue se greffer sur la blockchain principale, dans l'objectif presque unique de régler les problèmes de scalabilité et donc la vitesse du réseau du Bitcoin. C'est pour ça que quand vous allez dans certains McDo ou ailleurs, avec des magasins qui acceptent les Bitcoins en mode de paiement, eh bien,
certainement pas, ils utilisent le réseau principal du Bitcoin, parce que pour payer dans ce cas-là votre article, il vous faudra attendre entre un quart d'heure et 40 minutes pour être sûr que le paiement a bien été effectué. Donc c'est pour ça que tous ces magasins-là utilisent plutôt le Lightning Network parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est quasiment instantané et c'est extrêmement très peu cher au niveau des frais de transaction. Voilà. Or, l'utilisation, quand on voit que l'utilisation est en hausse de 1200%, ça révèle quoi? Ben, ça révèle qu'on a une explosion simplement des magasins peut-être qui utilisent, qui acceptent le Bitcoin, mais également pour les plateformes exchange comme Coinbase, qui acceptent désormais que, les échanges sur le réseau Bitcoin sur leur plateforme se fassent grâce au Lightning Network. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est plutôt bon signe, en tout cas pour l'avenir de la crypto, déjà surtout au niveau du Bitcoin. Bon. Ensuite, je continue, les amis, avec un autre article de cointribune.com cette fois, et là on parle du ETF Bitcoin Spot, donc bonne nouvelle peut-être, hein, que la SEC au pied du mur, point d'interrogation, le régulateur crypto face à l'optimisme. Donc effectivement, hein, je rappelle que le problème là que rencontre les ETF Bitcoin Spot en ce moment, c'est qu'il y a un gros barrage aux États-Unis vis-à-vis de la SEC, donc le régulateur américain, qui empêche tous les BlackRock, tous les institutionnels d'accéder encore à l'ETF Bitcoin Spot et de le proposer à leurs clients derrière. Et donc là, au niveau des échéances, donc il y avait une échéance en septembre, une échéance en octobre, je crois qu'il va y en avoir encore une là d'ici la fin de l'année, pour que la SEC doit en fait dire oui ou non, elle approuve les ETF Bitcoin Spot ou pas pour ces entreprises. Or, il y a encore, je crois que la SEC a droit, au niveau de la justice américaine, à 5 ou 6 échéances. Donc là, la dynamique de la SEC dans ce contexte-là, c'est qu'elle repousse à chaque fois en fait l'échéance de dire oui ou non si elle accepte que les ETF Bitcoin Spot soient utilisés pour les entreprises comme BlackRock et tout aux États-Unis. Donc là, si on reste dans cette dynamique-là, on peut s'imaginer que la SEC va attendre jusqu'à la dernière échéance qui a lieu entre mars et avril 2024, pour vous dire. Sauf que là, les législateurs américains sont tellement énervés, les institutionnels américains sont tellement impatients et énervés également, qu'ils sont en train de mettre la pression en masse sur la SEC, et donc que la SEC commence à trembler un peu sur ses bases, et peut-être que du coup, dans ce cadre-là, la SEC n'aura pas le choix que non seulement elle doit donner un avis peut-être d'ici la fin d'année 2023, mais en plus elle n'aura pas le choix de dire oui aux institutionnels. Parce que, je rappelle, hein, les institutionnels, c'est eux qui ont l'argent, et donc l'argent, comme c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui contrôle la politique. Donc c'est certainement pas la SEC, qui est une instance politique, qui va dire qu'il faut faire aux entreprises comme BlackRock qui ont l'argent. Hein. Clairement. Et donc là, on commence à vraiment le sentir à travers ce genre d'articles et de nouvelles. Bon, on se continue les amis, cette fois avec un article de Coins.fr, donc JP Morgan, BlackRock et Barclays, partenaires de tokenisation. Donc là, on est dans le cadre, exactement, vous savez, dans le tweet que je vous ai montré avec Polygon tout à l'heure, sur un potentiel marché de la tokenisation des actifs à 4 trillions de dollars. Et bien en fait, tout est résumé juste là, avec ce titre, et avec les 3 noms les plus éminents de la finance du monde. Donc, je rappelle que JP Morgan, c'est la banque numéro 1 aux États-Unis. C'est une des plus grosses banques du monde, avec presque 2500 milliards de dollars d'actifs, d'actifs sous gestion. Ensuite, vous avez BlackRock. BlackRock, c'est la plus grosse entreprise au monde de gestion d'actifs avec 8000 milliards de dollars sous gestion. Et enfin, vous avez Barclays, qui elle est une des premières banques d'investissement au monde, avec 80 000 employés. Vous dire, donc là, vous avez vraiment 3 gros poids lourds de la finance au niveau mondial. Et ce qui se passe là, c'est que vous avez JP Morgan récemment qui a mis en place un service de tokenisation pour justement ses clients, notamment même pour BlackRock et Barclays. Et donc là, vous avez BlackRock et Barclays qui, eux, ont l'habitude de faire des échanges en termes de produits dérivés, par exemple. Hein. Et dans ce cadre-là, en fait, vous avez BlackRock qui a utilisé le service de tokenisation de JP Morgan pour transformer ses actions en tokens. Et donc, avec derrière l'aspect de la blockchain. Et donc, ce qui se passe là, c'est que les actions transformées en tokens de BlackRock, eh bien, permettent quand BlackRock veut échanger ces tokens-là, ces actions sous forme de tokens à Barclays,
Et bien, comme c'est sous forme de token avec renforcé par la blockchain derrière, eh bien, ça permet de renforcer la garantie et le système de collatéral. Alors, j'essaye de vulgariser le terme, mais c'est le principe, en gros, de donner une assurance, une meilleure assurance à l'échange qu'établit BlackRock et Barclays. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair là-dessus, mais en gros, ça permet de rendre plus efficace le système d'échange avec couverture en cas de pépin sur les produits dérivés, par exemple entre BlackRock et Barclays, qui sont des gros pontes de la finance, et qui font ça tous les jours, c'est leur gagne-pain au final. Voilà, donc on voit que si BlackRock et Barclays et JP Morgan commencent à se lancer dans la tokenisation, bien forcément, c'est même pas une question, est-ce qu'il va y avoir une adoption de masse de la tokenisation dans le monde? C'est quand en fait? Voilà. Et donc derrière, ben, l'industrie crypto dans son ensemble va forcément bénéficier de cet engouement qu'ont les institutionnels comme BlackRock, JP Morgan et Barclays pour l'industrie crypto et surtout pour la blockchain. Bon les amis, c'est pour ça que nous sommes en train vraiment de basculer dans un tournant du système traditionnel, même bancaire, et surtout d'échange d'informations, de finances, enfin, d'économie, tout ce que vous voulez, parce que derrière, la blockchain permet justement d'améliorer tout ça et de rendre les choses plus transparentes. Voilà. Bon, après, sur le plan moral, est-ce que c'est une bonne chose que ces entreprises-là utilisent la blockchain pour le faire à leur sauce et tout? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, au niveau de l'adoption de masse, il est clair que c'est un signe, plutôt un bon signe pour l'industrie crypto. Ça, c'est clair. Je continue les amis, prochain article, donc là cette fois de actucrypto.info également, donc BRI, la banque des banques, lance Atlas, un outil pour surveiller la DeFi et les cryptos. Donc là ça date du 5 octobre 2023, vous voyez l'article. Et donc il faut savoir que effectivement la BRI, donc la banque des banques, c'est plutôt une institution qui surveille les transactions même au niveau international. Et donc là, l'outil Atlas permettrait, si vous voulez, de surveiller toutes les transactions sur les plateformes exchange, déjà en crypto, bien évidemment, et également hors des plateformes exchange, c'est-à-dire les échanges entre plateformes exchange entre elles, mais également entre plateformes exchange et pourquoi pas clés privées, enfin, cold wallet, hot wallet, etc., comme MetaMask, par exemple, etc. Donc là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a deux signaux. On a un signal, c'est que si la BRI estime désormais qu'il faut surveiller les transactions en crypto-monnaie à ce point, en lançant un service dédié à ça, un outil dédié à ça, c'est que l'industrie crypto prend de l'ampleur. Et donc on en revient à quoi? On en revient au système d'adoption de masse lié aux articles que je vous ai montrés avec Barclays, JP Morgan et BlackRock. Le revers de la médaille, c'est que comme les institutionnels se lancent dans le marché crypto, eh bien, ils sont en train de transposer l'ancien monde bancaire, qui, on l'a vu, ne fonctionne pas du tout, parce que là, avec toutes les catastrophes qui nous tombent dessus sur le plan économique, on voit que le système tel qu'il est économiquement, il est mal foutu, puisqu'il est en train de se casser la figure. Donc du coup, ils sont en train de transposer leur mode à eux de fonctionnement, peut-être pas le meilleur au monde, dans le milieu de l'industrie crypto, avec également les institutions de régulation qu'il y a au milieu au passage. Donc, à voir également ce que ça donne, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un méga flicage, désormais dans le milieu des crypto-monnaies, avec la BRI qui, en plus de la loi MiCA, la loi TRF en Europe et la loi DAC8 en Europe, en plus elles aussi surveiller le monde des crypto-monnaies, entre guillemets. Bon les amis, on a de l'information. Et enfin, donc là c'est fini pour l'actualité crypto, et cette fois je vais passer aux actualités financières, géopolitiques. Et là vous allez voir, il y a des choses plutôt intéressantes à dire également, à échanger. Notamment, premier article de latribune.fr, donc résolu à réguler les prix de son électricité, la France essuie une nouvelle défaite en Europe. Donc là on rêve, clairement, parce que je vous lis la suite de l'article, le début. Dans une proposition de compromis sur la réforme du marché de l'électricité dévoilée mercredi, par contexte, la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne supprime la possibilité pour la France de réguler les prix de son parc nucléaire. Donc là, on pourra rêver. C'est-à-dire que ça va exactement, vous savez, j'ai fait une vidéo là récemment, je vous invite à voir d'ailleurs, si vous souhaitez,
pour présenter la loi de programmation des finances publiques de 2024 en France, qui a été votée d'ailleurs en 49.3, comme d'habitude. Enfin, je veux dire, c'est même plus une exception quand on en est. Mais le problème, c'est que dans cette loi, il est également révélé qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour faire plaisir justement à l'Union européenne et pas à cause des exigences de l'Union européenne. Donc non seulement la France, en fait, qui est censée être quand même une entité souveraine, enfin, vous me trompez quand même, mais là quand même, bon, eh ben, on se rend compte que même au niveau des lois économiques, financières, il y a des choses qui sont mises en place, pas pour le plaisir, et pas parce que la France a décidé, mais parce qu'une entité externe, étrangère, qu'elle soit bonne ou pas, hein, peu importe, eh bien, l'a décidé. Et là, on retrouve exactement la même chose mais dans le cadre des prix de notre propre électricité produite par notre propre parc nucléaire. Donc là, enfin, on croit rêver quand même. C'est-à-dire on n'est même plus maître, au final, de notre propre production électrique, énergétique en France. C'est-à-dire que maintenant, c'est dans les mains, quelque part, de la décision de l'Union européenne. Et ça veut dire qu'ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Donc nous ne sommes plus des citoyens français, nous sommes des citoyens européens. C'est ça que ça révèle. Voilà. Le problème, c'est que à ce niveau-là, quand on essaye de faire quelque chose qui est à la base hétérogène et on essaye de l'homogénéiser, eh bien, il y a des heurts. Et on voit forcément, rien que dans les différences de mentalité au sein de l'Union européenne, les différences d'économie. Par exemple, comment vous voulez comparer une économie comme la Grèce avec l'économie française? Comment voulez-vous mettre en place des choses en Grèce équivalentes à des choses en place en France? Donc ça veut dire que la France, quelque part, doit compenser, enfin, malheureusement, hein, des choses que d'autres pays ne sont pas capables de faire, mais c'est normal, ils n'ont pas les mêmes moyens. Et c'est là, on est en train de voir qu'on est en train de payer en fait ce genre de politique, tout simplement. Voilà, donc super, vive la nouvelle quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant on va être obligé de payer encore une fois le prix de l'électricité à des niveaux plutôt forts en France, alors qu'on est peut-être indépendant au niveau énergétique et qu'on pourrait, même dans le contexte de crise énergétique actuelle, faire baisser les prix de l'électricité en France, en tout cas. Bon, donc pas fini hein, la galère là-dessus. Sinon, bah, écoutez, je continue les amis, même veine, hein. Pas des bonnes nouvelles, hein, je vous le dis. Au niveau là, j'ai un article de actucrypto.info. Donc, l'économiste Peter Schiff met en garde contre une nouvelle crise de la Grande Dépression et critique les chiffres trompeurs de l'inflation. Ça, c'est publié au 11 octobre 2023. Donc, si vous avez vu, si vous voyez mes vidéos plutôt régulièrement, vous avez compris que, effectivement, moi, je suis plutôt dans l'optique où là, ce qu'on est en train de vivre, bah, ça va s'empirer. C'est-à-dire que là, nous sommes au début de la véritable crise économique qui va nous tomber dessus à l'avenir, hein, et notamment comme dans le contexte de la Grande Dépression de 1929. Et rappelez-vous, enfin, on ne peut pas se rappeler, mais en tout cas, l'histoire le dit, c'est qu'en 1929, quand vous avez vu la Grande Dépression, il y a eu une crise économique telle qu'elle a tout ravagé sur son passage. Il y avait l'inflation, il y avait crise boursière, enfin, la totale, chute des banques, crise bancaire énorme, plus de 5000 banques qui avaient fait faillite, enfin la totale. Et donc là, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le contexte géopolitique, économique, les guerres également qui s'entassent là les unes sur les autres, la crise des dettes très importante, l'inflation qui continue de faire des ravages quand même, hein, eh bien on peut se dire qu'on est peut-être dans les prémices d'une grande dépression. Et en tout cas, c'est ce que déclare Peter Schiff, un économiste, au niveau des États-Unis. Mais après, on l'a compris, si les États-Unis arrivent à avoir une grande dépression, nous, l'Europe, dans la situation dans laquelle on est avec la guerre Russie-Ukraine et la crise énergétique, on n'y échappera pas non plus. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et donc, lui, ce que dit Peter Schiff hein, à travers ses propos, c'est que le problème des États-Unis, c'est la crise de la dette. Et donc, il dit si on n'arrive pas, si les États-Unis n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes de dette et les dépenses qui sont associées à leur budget, c'est le mur total assuré. Parce que derrière, pour financer leur budget public, les États-Unis sont en train d'emprunter de plus en plus. Et ça, c'est vraiment la course à l'escalade qui est le prémisse de l'hyperinflation. Parce que plus vous empruntez d'argent, plus vous avez d'intérêt à payer, plus vous faites imprimer quelque part de l'argent, virtuellement, hein, et plus vous faites perdre de la valeur en fait à votre monnaie fiat, donc là au dollar. Dans un contexte, en plus au niveau géopolitique, vous avez l'émergence des BRICS.
Donc là, pour les États-Unis, c'est vraiment pas la bonne période. Et en plus, Peter Schiff, il dénonce également que les chiffres de l'inflation sont revus à la baisse, en fait, sont trompeurs. Donc là, c'est la totale, en fait. Bon. Et donc, dans ce cadre-là, hein, je vous montre, pour prouver qu'effectivement, Peter Schiff est plutôt dans le vrai, hein, dans ce qu'il dit. Moi, en tout cas, ce que je pense, moi, c'est vraiment ce que je pense que je vous partage, c'est personnel, hein. Là, j'ai un tweet de Watcher.guru, vous voyez, qui a 2 millions de followers et qui, lui, est très axé sur les informations donc, au niveau géopolitique, économique, etc. N'hésitez pas à regarder son compte, vous verrez. Et il a annoncé donc, le 11 octobre 2023 qu'effectivement, la dette américaine augmente aujourd'hui hein, de 1,2 milliard de dollars par heure. C'est-à-dire que depuis 19 jours, la dette américaine augmente de 1,2 milliard de dollars par heure. Pour vous dire le délire absolu quand même. Voilà. Donc en un mois, là, les Américains ils vont faire cramer déjà plus de 30 milliards de dollars, juste dans une dette, juste en dette. Donc c'est pour ça que là, on a un vrai sentiment, un vrai feeling, et c'est prouvé mathématiquement en plus, hein, on le voit, que l'accélération de la crise de la dette est en marche en fait. Et c'est de plus en plus fort. Et ça, c'est valable aux États-Unis, mais c'est également valable en France, en Europe, parce que dans la vidéo que j'ai faite sur la loi de programmation des finances publiques, il prévoit également le gouvernement de s'endetter à hauteur de 285 milliards d'euros en France. Ce qui est du jamais vu, c'est un record absolu. Donc on voit que la crise des dettes est en train de s'intensifier et que les gouvernements n'arrivent pas à s'en sortir là-dessus. C'est pour ça que ça confirme de plus en plus l'hypothèse hein, qu'on se rapproche d'une grande dépression ou du moins du mur économique. Pour la route, les amis de l'Express, donc le conflit Israël-Hamas peut-il créer un nouveau choc pétrolier? Donc, petit point d'interrogation. Donc, effectivement, c'est l'horreur absolue hein, du moment, avec le conflit entre l'Israël et le Hamas qui a fait des dégâts, et en plus, majorité que des civils, d'un côté comme de l'autre. Donc là, voilà, on est dans une nouvelle guerre, encore une fois, on en avait passé. Et du coup, ça va faire un peu comme la Russie et l'Ukraine, il va y avoir forcément des impacts au niveau géopolitique, économique. Et le premier impact que tout le monde scrute, c'est le choc pétrolier de 1973. Parce que je rappelle que la guerre, la dernière fois qu'il y a eu une guerre vraiment enfin, officielle hein, avec l'Israël, c'était donc en 1973, notamment dans le cadre de la guerre du Kippour, et c'était cette fois l'Égypte qui était concernée, donc c'est une autre nation. Là, le Hamas, c'est pas la Palestine. Le Hamas, c'est une organisation terroriste, plutôt. Donc on peut pas. C'est quand même pas la même chose que l'Égypte, qui est reconnue de façon internationale, qui avait une armée, etc. Donc c'est quand même différent. Mais à l'époque, voilà, dans ce cadre-là, eh bien, donc l'armée égyptienne avait en fait envahi donc, très rapidement, par surprise, l'Israël, avant de se faire repousser au bout d'un certain temps. Et dans ce cadre-là, eh bien, quand les choses étaient un peu stabilisées, eh bien, les pays arabes membres de l'OPEP à l'époque s'étaient mis d'accord pour mettre en place un embargo sur le pétrole pour contrer quelque part l'économie de l'Israël, mais également occidentale. Voilà. Et c'est ça à l'époque, c'est parti de ce conflit-là à l'époque, et à cause de cet embargo, il y a eu le choc pétrolier en fait de 1973 et donc les prix du baril du pétrole à l'époque ont été multipliés par 4 très rapidement. Voilà. Et donc c'est pour ça que là, légitimement, tout le monde se pose la question, est-ce que ce conflit avec l'Israël, ce nouveau conflit, enfin, c'est pas nouveau, mais on va dire rené de ses cendres ou redynamisé, je ne sais pas trop quel est le terme, eh bien peut créer un nouveau choc pétrolier. Donc là, tous les dés sont en l'air, hein, parce que comme le sujet est extrêmement chaud, d'ailleurs j'hésitais à vous en parler, mais quand même assez important, parce qu'il faut se préparer peut-être au niveau des prix à la pompe. Alors déjà que c'est pas triste, avec des prix extrêmement élevés, on voit dans la station essence, hein, au-dessus des 2 euros. Si en plus on doit rajouter par-dessus un choc pétrolier identique à celui de 1973, mais là, clairement c'est la fin des haricots hein, pour l'économie occidentale, ça c'est sûr. Donc, et il faut savoir que le contexte géopolitique, quand même, au niveau économique, est différent pour le pétrole entre 1973 et aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la différence de 1973, c'est que vous avez deux puissances, quand même, les États-Unis et la Russie, qui sont rentrés dans le jeu du marché pétrolier. Voilà. Et la Russie, qui a émergé un peu plus tard,
qui s'est lancé dans le marché gazier et pétrolier. Voilà, donc c'est quand même différent. Donc aujourd'hui, euh, là où il faut craindre peut-être quelque chose pour l'Occident, c'est si les BRICS se mettent d'accord. Parce que je rappelle que la production de pétrole au niveau mondial, maintenant, est à 80% dans les mains des BRICS. Or, dans les mains des BRICS, vous avez désormais, vous aurez l'Iran, vous aurez l'Arabie Saoudite, vous avez déjà la Russie, enfin, l'Inde, la Chine, etc. Donc ça veut dire que là, si eux ils se mettent d'accord, effectivement, ils peuvent créer un embargo, mais un choc, justement contre l'Occident au niveau du pétrole, qui serait aussi, aussi brutal hein, qu'en 1973. Mais après, est-ce qu'ils auraient intérêt à le faire pour leurs économies? Alors déjà, la Russie n'aura pas intérêt à le faire, parce que si elle le fait, euh, ben, elle est quand même en guerre contre l'Ukraine encore. Même si peut-être qu'elle est en train de gagner, bon voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais euh, donc, est-ce qu'elle aurait intérêt à le faire en ce moment? Peut-être pas. Mais après, est-ce que, comme elle ne vend plus son pétrole à l'Europe ni aux États-Unis, ben, si elle le fait contre l'Occident, ça ne changera rien en fait. Par contre, si ils décident tous d'augmenter les prix de leur pétrole par 2, 3 par exemple, euh, c'est savoir. Savoir, mais là, eux-mêmes se tireraient peut-être une balle dans le pied, parce que vu qu'ils échangent maintenant désormais le pétrole plutôt entre eux, voilà, enfin, à voir. Donc là où c'est vraiment des hypothèses, hein. Ce que je vous dis, moi vraiment j'ai pas la science infuse, j'ai pas de boule de cristal, je le redis tout le temps, je dirais tout le temps. Tout ce qu'on peut faire c'est des hypothèses, et dans le cadre des prix du pétrole, qui paraît quand même très probable, c'est que si par exemple ça dégénère avec l'Iran, là le conflit entre Israël et Hamas, bah, forcément, il y aura des répercussions sur la production de pétrole de l'Iran. Et même, par exemple, si les États-Unis, qui sont, en plus, ont rien à faire hein, en mer Méditerranée, mais comme par hasard, eux, ils adorent se mêler de tout et de n'importe quoi, hein, ils mettent leur nez partout, on le voit bien. Eh bien, si eux, ils décident de mettre en plus des sanctions contre l'Iran encore plus, peut-être que ça peut impacter également la production de pétrole entre 500 000 et 1 million de barils de pétrole par jour au niveau mondial à cause de l'embargo intensifié contre l'Iran. Voilà. Et donc là, bah, forcément, il y aurait de nouveau un problème d'équilibre entre la demande de pétrole au niveau mondial et l'offre de pétrole disponible au niveau mondial. Et donc, il y aurait une inflation encore hein, au niveau du pétrole. Donc là, en tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis, hein. Donc, on verra comment ça se transforme au niveau du pétrole dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Mais effectivement, vu comme ça, c'est quand même mal parti pour que tout aille bien, quoi. Dans le meilleur des mondes, on en est loin, hein, là pour l'instant. Voilà, ce sera tout, les amis, hein, pour cette actualité crypto numéro 45. J'espère, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, très important. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez également hein, de tous les aspects géopolitiques, tout l'aspect crypto, parce que bon, crypto quand même aussi, l'aspect économique, comment vous voyez les choses. Hein, parce que c'est toujours bien d'en débattre ensemble avec une construction d'arguments, etc. C'est toujours hyper intéressant d'échanger. Et puis sinon, bah, écoutez, moi je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Je fais une prochaine vidéo que je vais la faire sur justement la censure qui, a, qui est en train d'être mise en place là par tout le système occidental et notamment par le Forum économique mondial. Et vous savez, toute la clique là de Klaus Schwab et compagnie. Hein, que là, c'est là aussi où il faut faire attention, les amis, c'est que au moment où tous les regards sont tournés vers le conflit Israël-Hamas, et bien derrière, vous avez toutes les lois, en Occident qui sont en train de passer tranquillou, et surtout là au niveau de la censure. Et même, par exemple, enfin, je vous dis un exemple comme ça, mais par exemple Elon Musk et Twitter, là, enfin X, sont actuellement attaqués justement parce que apparemment il y aurait trop de désinformation sur le réseau social. Mais ça s'appelle attaque pour censure quelque part, parce que vous pouvez mettre des fausses informations, mais derrière, si on respecte la liberté d'expression, n'importe qui a le droit de mettre en place ce qu'il veut quelque part sur un réseau social ou d'exprimer son opinion, etc. Même si c'est n'importe quoi. Vous voyez. Et là, ben, on est quand même dans une nouvelle ère au niveau de la liberté d'expression. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, tenez-vous bien, parce que bien sûr, je vous mettrai des vidéos à l'appui, des interviews de la part des membres du WEF, hein, Forum économique mondial, etc. L'article est chaud devant.
Bon, bon les amis, allez sur ce, bah, prenez soin de vous, surtout gardez le moral quand même, parce qu'il faut garder le moral, et puis je pense que malgré tout, les citoyens, plus on est réveillé, et plus on sera capable de résister justement à ce genre d'événements mentalement et tout. Voilà. Allez, la bise, ciao.